Il y a eu d'abord le Jean-Marie Piem, décodeur de code, disons de l'imagerie dominante. Ça a donné la propagande inavouée. Il y a eu un Piem qui a accompagné l'élaboration de spectacles, disons, équidistants de l'auteur et du metteur en scène, mais pas encore vraiment sur le plateau en tant qu'auteur, avant que ne démarre véritablement l'auteur dramatique Jean-Marie Piem. Est-ce que ces étapes préalables vous paraissent encore aujourd'hui des apprentissages fondamentaux? Oh oui, absolument, oui. Ça m'arrive de dire que j'ai eu 3 vies, et parfois je les sens comme profondément séparées, tellement séparées qu'à un moment donné, par exemple, pour écrire, j'ai dû vraiment renoncer à faire de la dramaturgie, vraiment accentuer le passage, accentuer la coupure. Et en même temps, je sens bien évidemment aujourd'hui que tout ça, je l'ai quelque part dans la poche, dans le crâne, enfin, et que ça me donne évidemment un regard sur le réel, mais un regard aussi sur les processus d'écriture qui est quand même enrichi par le fait justement de n'être pas directement lié à l'écriture, d'être passé par une phase d'analyse, de réflexion pour les autres, d'engrangement. C'est sûr, par exemple, que le fait de faire de la dramaturgie pour les autres m'a tout de même appris un peu à lire, et donc forcément m'a mis en contact avec des écritures très très différentes, et d'une certaine manière, c'est un mode d'apprentissage que je trouve extrêmement riche. Dans cette première étape, alors, celle qui portait justement sur l'analyse des signes, sur le démontage, la démystification, notamment de la fiction industrielle, etc., vous vous affrontiez à ce qu'on pourrait appeler le langage dominant et même majoritaire. Est-ce que c'est ça qui vous a fait définir assez tôt le théâtre comme une pratique minoritaire? Dans l'ambiance post-68 art, tout à coup, la fiction industrielle s'est un peu imposée, et j'y ai vu une façon quand même de réfléchir. Pas du tout là où je l'avais prévu, mais enfin il y a quand même une façon de réfléchir sur la fiction, sur le rôle idéologique de la fiction, sur l'utilisation des différents codes. Donc d'une certaine manière, en même temps je suis arrivé à cette fiction industrielle par défaut, et au bout du compte j'en ai quand même ressorti beaucoup, parce qu'il me semble que ça m'a permis d'aborder les questions idéologiques de manière beaucoup plus significative que je ne l'aurais fait si j'étais passé directement par le champ théâtral. Alors forcément qu'à un moment donné, le fait de travailler sur des feuilletons télévisés, aussi sur des romans populaires à certains moments, m'a fait prendre conscience que le théâtre, au fond, était en porte-à-faux, mais dans un porte-à-faux positif par rapport à tout ça. Et j'ai eu effectivement l'idée que le théâtre était un art minoritaire, mais je ne le définissais minoritaire pour moi ne voulant pas dire c'est pas péjoratif, enfin c'est pas une définition péjorative, c'est simplement dire qu'à un moment donné les flux fondamentaux ne passaient plus par le théâtre, les flux de masse en tout cas ne passaient plus par le théâtre, mais qu'au contraire, au fond, le théâtre était quelque chose de plus réservé, probablement, mais qu'on gagnait en signification ce qu'on perdait en extension. Au fond, d'une certaine manière, avec les médias de masse, on peut dire, on peut parler à beaucoup de monde, on peut parler à beaucoup de gens, mais on est tenu tout de même à un certain niveau de langage. Par contre, au théâtre, au fond, on n'a plus le poids des audiences, de masse en tout cas, mais on est plus libre dans la façon d'aborder les choses. Donc il y a tout un théâtre, évidemment, qui n'aurait pas pu exister d'une certaine manière si les médias n'avaient pas pris en charge une fonction de masse dominante. Et donc j'ai l'impression, j'ai toujours essayé de mener de front les deux réflexions, c'est-à-dire de voir comment le théâtre se positionnait par rapport aux productions de masse, et en même temps de voir ce que ça permettait d'être dans cette espèce de marge, de bord. Et en définitive, il me semble que ça m'aidait à penser pourquoi j'aimais le théâtre et pourquoi je voulais en faire.
Tout ce passage par la dramaturgie, donc par un regard critique, essentiellement sur le texte d'ailleurs de votre part, par le fait de considérer les œuvres à distance, de les relativiser, parfois de les déconstruire, comment est-ce que ça peut être à un moment donné transcendé au point de se mettre à écrire soi-même un texte qui pourrait un jour, à son tour, se retrouver mis en pièces, entre guillemets, par les praticiens que vous aviez fréquentés jusque-là. Comment est-ce que la bascule s'est faite qui a permis Neige en décembre? Il a fallu tout oublier. Je veux dire que d'abord la bascule s'est faite sans que je ne m'en rende compte à proprement parler. Je n'ai pas planifié le changement d'orientation. À un moment donné, je me suis retrouvé dans des conditions simples. Enfin, je terminais de travailler à l'Opéra au mois de juin-juillet. Et puis je me suis retrouvé dans un grand vide. Le vide des vacances, tout simplement. Et là, j'ai eu envie de commencer à écrire. J'ai mis, à l'époque on avait des machines, on n'avait pas encore d'ordinateur, j'ai mis une feuille dans la machine, j'ai dactylographié une dizaine de pages, et puis je me suis demandé ce que c'était, où ça venait, enfin ce que ça racontait. Et là j'ai tout à coup senti que j'étais sur quelque chose de particulier, enfin quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et donc j'ai poussé sur l'accélérateur, je suis resté enfermé pendant un mois complètement, enfin j'ai écrit, et au bout d'un mois j'avais fait une espèce de traversée de moi-même, je me suis retrouvé avec une pièce non prévue au programme, mais avec aussi la certitude que quelque chose venait de changer dans mon existence. Enfin ça je l'ai très vite senti, puisque normalement je devais continuer mon trajet à l'Opéra. Et très vite, j'ai expliqué à Gérard Mortier que non, que je n'allais pas rester à l'Opéra, que j'allais essayer de quitter au contraire l'Opéra, parce que l'Opéra est une espèce de machine extrêmement lourde, enfin je veux dire, elle demande beaucoup d'investissement, et que moi je voulais trouver un petit peu de temps pour l'écriture. Et donc j'ai réorienté complètement mon mode d'existence à partir de là. Donc ça a été une décision pour moi très constitutive, enfin vraiment constitutive d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle avait un prix d'une certaine manière, c'était de renoncer à écrire de la théorie, à écrire à refaire de la dramaturgie, c'est-à-dire cesser c'est l'activité d'écriture que j'avais avant pour me consacrer totalement à un autre type d'écriture et ne pas mélanger les deux. J'imagine bien que beaucoup de gens peuvent y arriver. Je veux dire, Brecht le premier passait sans problème de l'un à l'autre, par exemple. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je ne peux arriver à une chose que si je romps avec la précédente. Enfin, et donc, le fait, évidemment, quand je dis que je l'ai oublié, quelque chose en moi s'en souvient, ça va de soi. Mais j'ai vraiment décidé de me lancer là dans l'écriture, avec alors simplement de mon ancienne vie, l'ironie qu'on peut avoir quand on met une indication scénique et qu'on sait parfaitement bien qu'il se trouvera un autre pième quelque part pour la gommer, pour la changer, pour la transformer. Donc au démarrage, j'ai écrit une première pièce qui ne contenait aucune indication scénique. Au contraire, j'en ai même fait un principe de fonctionnement. Je me disais, puisqu'il doit y avoir des indications scéniques, pourquoi les acteurs ne diraient pas les indications scéniques? C'est-à-dire, incluons l'indication scénique dans le texte même de l'acteur. Et donc, finalement, ça m'a donné une espèce de seconde raison d'écrire. Enfin, alors aujourd'hui, j'en mets un peu plus d'indications scéniques, mais c'est parce que je me rends compte que pour un lecteur, par exemple, c'est parfois difficile d'imaginer un lieu, mais je n'y crois pas. Hein. Je l'aimais bravement, je l'aimais gentiment, je dis ça se passe là, mais au fond, ça m'est assez indifférent, parce que je connais assez les plateaux pour savoir qu'un metteur en scène d'abord prendra la chose comme il l'entend, et puis finalement que toutes les pièces de théâtre se placent toujours sur le plateau du théâtre. Enfin, on a beau nous faire croire qu'elles se passent dans le salon ou qu'elles se passent dans le jardin, elles sont quand même toujours sur le plateau du théâtre. Donc à partir de là, je sacrifie à une commodité de lecture que l'éditeur me réclame de temps en temps aussi, mais je ne crois pas à ça. Je crois au texte de théâtre, je crois fondamentalement au texte de théâtre, mais je ne pense pas que l'écrivain soit celui qui organise son texte de théâtre. Enfin voilà, il peut se trouver des cas où c'est très admis,
Et c'est très admissible en plus, mais ce n'est pas mon cas à moi. Voilà, dans mon cas à moi, au fond, j'ai envie de produire une matière sonore, enfin une matière pour être dite. J'ai envie de produire des impulsions de jeu, j'ai envie de produire des intensités, de la polyphonie, mais je n'ai pas envie de savoir si ça entre à gauche, ça sort à droite, si c'est un petit gros qui doit le dire ou une grande maigre. Enfin, tout ça ne me concerne pas beaucoup. Finalement. Exactement. Donc il y a bien quelque chose comment dire, d'intempestif. J'aime mieux intempestif que transgressif d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus se hausser du col. Enfin, il y a quelque chose qui dérange dans la langue théâtrale, dans le fonctionnement du théâtre. Et c'est d'autant plus paradoxal que souvent le théâtre est proche du pouvoir. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit un art de souterrain. Dans l'histoire du théâtre, il y a quand même beaucoup de proximité entre le pouvoir et le théâtre. Mais il y a quelque chose d'intempestif dans le fait de dire des mots sur une scène. Enfin, parfois d'ailleurs, je me souviens d'une rencontre avec des lycéens, enfin, qui avaient 15 ou 16 ans, et qui me disaient, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous employez des mots grossiers dans votre pièce ? Et d'abord, je leur expliquais que je ne suis pas plus grossier qu'eux à la cour de récréation, et que je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas utiliser la grossièreté comme matériau d'écriture. Mais visiblement, ça les choquait. Alors que probablement ils en entendent 10 fois plus dans n'importe quelle émission de télévision ou bien au cinéma. Le fait même que ce soit un corps physiquement présent et qu'eux-mêmes soient physiquement présents à ce corps faisait que tout à coup la scène était comme une espèce de lieu un peu sacré où des mots ne sont pas bienvenus. Enfin, donc il a fallu réexpliquer que je n'étais pas grossier pour le plaisir de l'être, mais que je l'étais parfois parce qu'il me semblait que c'était nécessaire au projet d'écriture. Mais ils avaient senti aussi que le mot au théâtre avait un autre poids voilà, qu'ailleurs. Oui, que ce n'était pas tout à fait les mots de la cour de récréation, précisément, même si j'essayais de dire le contraire. Et d'ailleurs, je ne le pense pas non plus, j'essayais juste d'expliquer ça. Mais ils avaient perçu qu'il y avait probablement qu'un même mot prononcé sur une scène de théâtre n'a pas exactement la même résonance que le même mot prononcé dans les couloirs de l'école. Ce qui dit bien que le théâtre est tout de même un lieu un peu séparé, enfin un lieu un peu différent du lieu quotidien. Il y a une chose très, très remarquable dans le travail que vous pratiquez, c'est que manifestement vous êtes quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, qui assimile énormément d'informations, qui est très à l'affût de la réalité présente, et qui, d'une certaine façon, cherche à ce que son théâtre en rende compte, mais sans pour autant sacrifier à un théâtre d'intervention directe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un travail de transposition. Comme si vous partiez de l'idée qu'il fallait absolument que le théâtre soit un langage de la mise en perspective. Oui, parce que je pense que c'est ça la fiction. Je pense que si c'est pour faire du théâtre d'actualité ou du théâtre d'intervention directe, soit si on veut faire de l'intervention directe, les partis politiques sont plus efficaces, me semble-t-il, ou les syndicats pour faire de l'intervention directe, et dans ce cas-là, il faut militer dans les partis ou dans les syndicats, ou alors, si c'est de l'actualité, je pense qu'une bonne émission de télévision, il s'en trouve quand même de temps en temps une, peut remplir un rôle d'information bien plus utilement que le théâtre. Donc le théâtre, pour moi, reste le lieu de la fiction, c'est-à-dire le lieu où on invente quelque chose, mais en ce qui me concerne en tout cas, j'essaie de l'inventer à partir de ce que je peux lire dans le journal, par exemple. Pour moi, le théâtre n'est pas un endroit où on referme la porte sur le monde, et même si j'aime l'illusion, et où on se met à vivre sur une autre planète. C'est au contraire l'endroit où tout ce qui est dans le monde nous parvient, mais nous parvient dans une forme totalement spécifique. C'est-à-dire ce qui m'intéresse au théâtre, c'est le moment où on ne peut dire une chose qu'au théâtre. Lorsque tout à coup on pourrait la dire dans un autre média, ça peut m'intéresser intellectuellement, mais ça m'intéresse moins théâtralement. Par exemple, ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est quand à un moment donné, on produit quelque chose sur le plateau, et il n'y a que là qu'on puisse produire la chose comme ça. Que même si on la filmait, elle ne serait pas produite de la même manière. Ça pourrait produire de l'intelligence, un autre type d'intelligence ou de sensibilité, mais il y a un moment donné où la spécificité du théâtre permet une chose très particulière. Et aujourd'hui, moi, ça m'intéresse énormément. Enfin, je ne sais pas, j'y vois une richesse même sociale. Enfin, lorsque nous perdrons toute une série de modes d'expression et si on en est ramené à une espèce d'univocité dans les façons de s'exprimer, on va perdre quelque chose. Enfin, c'est comme Brecht quand il disait
qui se souciait beaucoup que les ouvriers se soucient eux-mêmes de la lutte des classes, mais enfin qu'ils trouveraient tout à fait anormal qu'ils ne connaissent pas toutes les formes de fromage. Et je trouve effectivement que j'ai envie d'écrire un théâtre comme le 32e Camembert, enfin, c'est-à-dire quelque chose de très spécifique, très particulier. Et pour moi, ça a vraiment, ça a à la fois du sens intellectuel, mais ça a aussi du sens au sens de mes tripes, enfin au sens de mon affection ou de mon amour. Enfin, je suis très, très lié à cette idée de la spécificité. Est-ce que la Belgique, donc vous avez un peu pris vos distances maintenant, vous n'habitez plus exclusivement en Belgique, vous paraît une matière théâtrale passionnante? Parce qu'il y a quand même plusieurs exemples dans votre écriture qui en témoignent. Est-ce que la Belgique est théâtrale en quelque sorte? Ah oui, 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 alors là, mais je dis oui comme quelqu'un qui au début ne s'est pas posé la question. Par exemple, je ne suis pas, mais pas commencé à écrire en me disant j'écris et je suis en Belgique et je vais m'intéresser à la Belgique, etc. C'est petit à petit que la matière théâtrale de la Belgique s'est imposée à moi, enfin, où tout à coup je voyais, moi qui aime beaucoup les contradictions, les retournements, les malentendus, les ambiguïtés, je veux dire, je vis évidemment dans un pays où tout ça n'arrête pas de fleurir très, très largement. Et donc les capacités à la fois de tragique et de bouffonnerie du pays, j'y suis sensible et je pense que maintenant j'écris au fond de la Belgique. C'est-à-dire je n'écris pas forcément tout le temps sur la Belgique, mais lorsque j'écris en étant celui qui vit en Belgique. Et ça j'ai appris à le reconnaître, par exemple. J'ai appris à comprendre que je n'écrivais pas tout à fait comme un Français de France, par exemple. Que je n'avais pas la même perspective, enfin le même point de départ dans l'écriture. Donc d'une certaine manière, la Belgique, sans que je ne l'ai cherché, mais je ne cherchais pas à l'éviter non plus, mais je ne cherchais pas non plus à m'en rapprocher, et tout à coup elle est revenue, et le paradoxe c'est que la pièce finalement que j'estimais être la plus belge, entre guillemets, qui est Toréador, où quand même là il y a énormément d'allusions très spécifiques à des choses qui se sont passées en Belgique dans les 10 dernières années, beaucoup de gens me disent aujourd'hui qu'elle est finalement, on peut la jouer en Italie, on peut la jouer, elle circule, elle ne fait pas problème. Et là, je viens de recevoir une demande de traduction en turc, et évidemment, je suis un peu abasourdi parce que je me dis, mais qu'est-ce que Toréador peut bien signifier en turc? Et la traductrice me répond, mais si, croyez-moi, ça signifie des choses en Turquie. Donc je la crois, et puis voilà. Donc c'est toujours cette idée finalement que là où on atteint quand même à quelque chose d'assez spécifique, on a tout de même une chance aussi d'atteindre à une forme d'universalité plus large. Enfin.